Je m'appelle Alex, je suis docteur en biologie moléculaire et je suis également prof en lycée professionnel. J'ai arrêté la recherche pour devenir enseignant parce que j'aimais pas trop le système de recherche, le mode de fonctionnement de la recherche, on va dire, en France. Ça fait longtemps que je suis très souvent mobilisé dans diverses causes, manifs, etc. Donc ça m'arrive de m'intéresser aux mouvements sociaux. Voilà, je me suis intéressé au gaz lacrymogène, y étant un petit peu confronté régulièrement. Alors oui, il y a un an, il s'est passé pas mal de choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser au gaz et j'ai tout de suite vu que la littérature scientifique, c'est pas moi qui l'ai révélé en quelque sorte, on le sait depuis longtemps, selon des études publiques qu'on peut trouver sur internet, que le gaz lacrymogène est métabolisé en cyanure. Ce qui était un peu nouveau, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des analyses cyanure positives, avec des gros niveaux de thiocyanate, un dérivé du cyanure. Ça a été tout de suite, je demandais à des gens de faire des analyses. Effectivement, c'était un peu une bombe à l'époque, parce que bon, ça a été tout de suite traité de fake news par certains. Je les comprends. J'ai pas envie de leur jeter la pierre. Si je suis directeur d'un centre anti-poison et qu'un mec débarquant de nulle part, qui a aucun statut, aucune position, me sort ça, je suis un peu étonné. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils aient pas vérifié la littérature et raisonné un peu plus, qu'ils aient tout de suite dit fake news et puis c'est tout, quoi, sans plus. Est-ce que j'ai subi des pressions derrière? En fait, les plus grosses pressions que j'ai subies viennent du milieu militant lui-même. C'est un peu dommage. Euh, il y a eu des rumeurs à la con qui ont circulé, comme quoi on était des agents du gouvernement qui prélevaient l'ADN des gens en manif, il y a eu des choses comme ça. Donc c'était par rapport au prélèvement sanguin. Il y a pas mal de mythos qui ont circulé. Pour faire simple, on a décidé de vérifier les niveaux de cyanure dans le sang. Or le cyanure il reste que moins d'une heure. Donc on peut pas le faire à la maison, on peut pas le faire 3 jours plus tard, il faut le faire dans l'heure. Donc on a décidé avec 3 médecins de faire des consentements signés et écrits, d'annoncer avant manif coucou on est là, on vous fait des prélèvements sanguins, on vérifie votre niveau de cyanure, et puis de faire ces analyses. On les a faites, et suite à ça on a été filmé en fait par des gens en manif, avec notre accord en fait. Je pense j'ai jamais rien fait d'illégal à ce niveau-là dans ma tête, j'ai pas l'impression qu'il y ait de problème. Bon, il y a une enquête en cours donc je peux pas m'exprimer trop dessus, mais en gros, voilà, j'ai dit à des gens vas-y filme, y a pas de souci. J'en parlais très ouvertement à tout le monde. Une des personnes qui a filmé, un médic que je n'ai pas identifié, je sais pas qui c'est, j'aimerais bien qu'elle me parle un jour, parce que je comprends pas ce qu'elle a fait, nous a filmé, et ces vidéos ont servi ensuite pour nous intimider, pour nous dire ne retournez pas sur le terrain, on vous a filmé, si jamais ça devient public, tous les médics vont se faire confisquer leur matériel, machin truc, donc j'ai pas trop compris leur enjeu. Alors je veux bien qu'ils s'imaginent que ça peut causer des problèmes aux médics, j'y avais pas pensé moi-même, à ce moment, au début, hein, j'avais pas pensé que ça allait embêter les médics. Si ça embête certains médics, et c'est pas les médics, puisqu'on met toujours tout le temps tout le monde dans le même panier, faut faire attention, il y a plein de groupes de médics qui se font la guerre les uns les autres, c'est un truc de barge, enfin je comprends rien, moi je suis pas dedans, mais j'ai pas compris, j'ai vu qu'il y avait des tensions entre gens, je trouve ça dommage. Donc globalement, ces médics-là qui me reprochaient ça, il y a un groupe de gens, j'avais envie de les respecter, j'ai dit ok, on va essayer de faire des prises de sang à l'abri des regards. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vidéo. Et donc on a dû, parce qu'on devait refaire une série de prises de sang en manif, et on a refait une deuxième série, et c'est suite à cette deuxième série qu'ils ont utilisé les vidéos de la première série, et qu'ils les ont balancées à la presse. Je comprends pas le délire de dire il faut pas que ça sorte dans la presse pour ensuite nous balancer à la presse. Et c'est ça qui a déclenché toute une vague de rumeurs et de... Enfin ils ont dit des conneries à la presse, hein, ils ont dit des mensonges clairement. Et, et ces mensonges ont fait qu'il y a eu des rumeurs, mais ça a pris une ampleur folle. Donc j'ai reçu des pressions de la part de ces personnes-là, et je comprends pas pourquoi, je comprends toujours pas pourquoi. Et j'ai toujours dit que j'étais ouvert à parler avec eux, ils ont toujours refusé le dialogue avec moi, j'attends encore qu'ils viennent me parler. J'ai allé leur parler sur leur mur Facebook et leur machin, ils m'ont jamais répondu, enfin, je comprends pas. Et à côté de ça, donc ça c'était la première phase, c'était les premières pressions que j'ai reçues courant mai-juin. Et ensuite, suite aux publications dans la presse,
Évidemment, la brigade de répression de la délinquance à la personne a été saisie et a ouvert une enquête. Et nous avons été convoqués à Paris et interrogés, les médecins et moi. L'enquête est toujours en cours. Elle a été, voilà, elle a été prolongée et il y a eu des éléments supplémentaires à vérifier par rapport aux prises de sang qu'on a faites sur nous-mêmes à Montpellier. Voilà, on attend la conclusion, mais a priori, moi je suis plutôt confiant, j'ai pas l'impression qu'ils puissent qualifier ça en quoi que ce soit. Euh, on a quand même subi d'autres pressions. Alors moi j'ai été mis en garde à vue 2 fois dans l'année en 2019, enfin 3 fois au total. Une fois dans le cadre de l'affaire Geneviève Leguet, donc je l'attache pas au gaz lacrymogène, et 2 fois je sais pas pourquoi. Euh, dont une fois où on m'a mis en garde à vue 48 heures, et dans le cadre d'une enquête sur est-ce que j'ai jeté de la peinture sur une banque, on a saisi des bouquins sur les gaz lacrymogènes, mon matériel informatique. Par contre, les enquêteurs n'ont pas relevé la présence de pots de peinture chez moi parce que j'étais en train de faire des travaux. Ça, ils s'en foutent. Donc, j'ai pas trop compris l'enquête. En tout cas, bon, ils ont saisi plein de matériel, c'était l'année dernière, en fin d'année, qui m'ont restitué à la fin, sauf un livre qu'ils ont détruit. Alors, est-ce que je me suis fait discret? Je sais pas trop, parce que j'ai pas l'impression d'avoir cherché à me faire discret. Alors, au début, j'ai été médiatisé sans le vouloir, vraiment, parce qu'il y a des gens qui nous ont balancé, etc. Donc, quand la presse m'a sollicité, j'ai préféré répondre que de ne pas donner de réponse. Mais c'était par rapport aux prises de sang, on a été vraiment mis en lumière alors qu'on voulait pas. Le principe étant qu'on se disait, d'abord on va vérifier s'il y a un problème de santé publique, et ensuite on va le déclarer et l'annoncer. On n'était pas du tout dans une démarche de faire du spectacle et d'attirer l'attention. L'attention a été braquée sur nous, ça nous a causé un peu de tort, mais bon, il y a eu pas mal d'articles à charge contre nous, mais entre-temps on a fait d'autres choses, et donc il y a eu plein d'étapes. Il y a eu un article qui est paru dans l'Obs, premier gros article très favorable, par une journaliste qui nous suivait depuis le départ, qui était mon portrait en fait, dans l'Obs en août 2019. Ensuite, il y a eu différents articles. Alors, il y a eu Medscape qui s'y intéressé. Medscape qui est dédié aux médecins, c'est très intéressant. Le journaliste est venu sur place en manif, parce que je lui ai dit comme condition pour qu'il fasse un article, je veux qu'il vienne en manif. Et du coup, pour qu'il voit les gazages. Et je me suis fait mettre en garde à vue le jour où il est venu. Donc, ça, il a bien compris qu'il y avait un problème. Ensuite, il y a eu un très bon article dans Reporter, de bons articles dans l'UMA. Et en décembre, ça a abouti à un très très bon travail d'un journaliste de France Culture. J'oublie de citer Gabin par exemple, qui m'a fait des petits lives de temps en temps, qui me posait des questions aussi pour savoir où c'en était. Donc j'ai eu quand même une couverture médiatique constante, on va dire, sur le sujet. Dès qu'un journaliste me contactait ou s'intéressait au sujet, je lui répondais. J'ai choisi une démarche où je sollicite pas nécessairement les gens, j'attends qu'ils viennent à moi. Je pense que c'est plus intelligent. J'en ai sollicité certains. L'AFP notamment, j'essaie de les solliciter parce que, à mon avis, quand on a une dépêche AFP, ça devient quelque chose d'important. Eux, quand je les sollicite, ils s'intéressent pas. Et il y a eu en février 2020 un truc très intéressant qui a été publié dans L'Orient le jour, un journal libanais. Donc ça, j'invite aussi à regarder un petit peu l'actualité, mais je me suis pas fait discret volontairement outre mesure, comme je ne cherche pas nécessairement non plus à être en lumière outre mesure. Je réponds aux sollicitations tout simplement quand il y en a, et quand j'ai des choses à communiquer, j'ai choisi de bosser avec certains journalistes en qui j'ai confiance et à qui je donne les infos au moment où ça sort et qui font les articles. On l'a vu avec les sorties de l'Obs toutes récentes, là, il y a 2 semaines, c'est par là qu'est sorti mon dossier. Ouais, donc on a sorti ce dossier, alors c'est marrant, la manière dont c'est fait est assez originale. J'ai contacté en effet les toxicologues et les scientifiques qui sont exprimés pour dire que j'étais une fake news dès la publication des premiers articles de presse. Et je les ai eu au téléphone un par un. Et puis il y en a un qui était un ponte, qui est très important, qui s'appelle André Picot, et qui est le président de l'association de toxicologie chimie de Paris. Et donc
Je lui ai expliqué ce que je faisais, ce que je pensais, ce que j'avais lu, etc. Il m'a dit: «Ah, c'est intéressant, est-ce que vous pouvez m'en donner un peu plus de documentation?» Voilà. J'ai interagi avec lui, et puis au final, il a décidé de me dire: «Bah, j'aimerais bien que vous mettiez à jour la fiche officielle de ce produit, de notre association.» Et je lui ai dit: «Bah, j'ai commencé à faire plus qu'une fiche, est-ce que je pourrais vous soumettre un dossier?» Et il a accepté de publier ce dossier si jamais il était de bonne qualité. Donc j'ai fini le dossier en octobre. Il a lu, il a décidé d'être co-auteur et non pas seulement relecteur. Et donc comme co-auteur, il s'est mis à écrire aussi des choses. Et donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Entre le dossier qui était prêt en octobre et le moment où il était prêt à être diffusé selon André Picot, il a fallu quand même 4-5 mois de travail, hein, même plus, puisqu'il est sorti il y a 2 semaines. Ça a fait un petit ping-pong entre nous, il y a eu beaucoup de versions, beaucoup d'échanges, et cette version a été publiée, et je m'étais coordonné avec la journaliste qui m'avait défendu, entre guillemets, enfin qui avait suivi ce que je faisais dès le départ, Emmanuel Anison, et qui avait fait un article en août dernier. Donc là, maintenant, elle a eu une exclusivité, en quelque sorte, sur la publication du dossier. Donc elle a pu publier le dossier dans l'Obs, en même temps qu'il sortait sur le site officiel de l'Association de toxicologie chimie de Paris. Donc ce dossier fait 126 pages, effectivement. Il est structuré en une petite intro rapide sur l'histoire des gaz lacrymaux, tout ce qui existe comme gaz lacrymaux dans le monde et comment ça s'est développé, montrer que c'est vraiment une arme de guerre au départ. Une deuxième partie qui est un peu plus sur les effets directs sur la santé, ce que ça cause au niveau des yeux, des poumons, etc. On est en période de coronavirus, c'est très intéressant parce que ça multiplie par exemple le risque d'attraper une infection virale suite à une exposition de manière assez significative. Ça a été montré dans une étude américaine sur des soldats américains par un major qui s'appelle le Major Hout, et en 2014. Donc une publication scientifique très détaillée sur ça, où ils ont vérifié sur des soldats avant d'être exposés au gaz et après d'être exposés au gaz, le risque d'attraper la grippe, le risque d'attraper la bronchite, etc., enfin, plein de maladies. Et ils ont montré que tout ce qui était infection respiratoire a été multiplié par 2 voire plus. Donc dans le contexte du coronavirus, c'est relativement grave. La peau est également très atteinte, ça peut être des grosses brûlures. Les yeux, ça a l'air d'être le pire, entre guillemets, quand on pense à lacrymogène, et puis finalement c'est l'organe qui, de ce qui ressort des études pour l'instant, semble être celui qui se remet le mieux. C'est-à-dire qu'on pleure beaucoup, on a des conjonctivites et des choses comme ça peut être assez grave, hein. On peut avoir des trous dans la cornée, dans les cas extrêmes. Mais la plupart du temps, on se remet relativement vite, alors que la peau, ça peut être un peu plus agressif, et surtout les voies respiratoires, c'est celle qui compte vraiment beaucoup. Et ensuite, il y a une partie un peu de chimie, de vraiment chimie, parce que c'est l'association de toxicologie chimie, c'est de la toxicologie, où là on va étudier d'un point de vue chimique ce qui se passe avec cette molécule, et montrer qu'elle est métabolisée, c'est-à-dire transformée en cyanure dans l'organisme. Et il y a une quatrième partie sur que fait le cyanure au corps. Donc le cyanure au corps, il modifie toutes les protéines du corps, donc il peut faire des dommages systémiques très larges. Mais pour résumer, les effets qu'il va faire, c'est principalement le foie, les reins et le cerveau qui vont être atteints. Un autre effet, c'est au niveau des yeux, ça peut provoquer des cataractes sur le long terme. Alors, un petit détail du dossier que je trouve très intéressant à noter, c'est que dans les années 80-90, je me souviens plus exactement, il y avait une étude qui s'était intéressée aux facteurs de risque de la cataracte, qui avait trouvé l'alcool, le tabac et le fait de travailler en base militaire, là où ils font des entraînements réguliers au gaz lacrymogène. Et à l'époque, ils n'avaient pas fait le lien, ils ont juste dit on comprend pas pourquoi base militaire, ça nous paraît inexpliqué. Et moi j'ai une hypothèse, une proposition, peut-être que c'est dû à l'exposition chronique au gaz lacrymogène. En tout cas, c'est un facteur de risque pour la cataracte, le dossier là-bas. Et enfin, une petite conclusion qui sera étayée, parce que je suis en train de travailler avec des sociologues pour aller un peu plus loin. Donc c'est pas encore dans le dossier, mais il va y avoir des nouveaux éléments. On a déjà pas mal travaillé dessus, et puis je vous invite à lire des bons bouquins de Mathieu Rigouste, de Paul Rocher, de Sébastien Rocher, qui ont écrit des très très bons livres à ce sujet. J'interagis un peu avec eux, et je pense qu'il y aura de belles choses qui vont sortir. Alors j'ai averti le gouvernement très tôt, j'ai contacté différentes instances dès juillet de l'an dernier, et c'est assez marrant parce que j'ai eu une réponse là, il y a 3 jours, sur une de mes démarches. Donc officiellement oui, ça a été remis au gouvernement, ils sont au courant.
Alors de manière générale, je voulais juste déjà poser sur la table une évaluation des dangers sur la santé de cette arme chimique. Qu'on le dise, qu'on puisse pas dire on savait pas, qu'on puisse pas débattre, etc. On sait que c'est dangereux pour la santé, on sait ce que ça fait maintenant. Partant de ce constat, c'est pas à moi de décider, c'est pas à moi seul de savoir ce que c'est, ce qui est bon en maintien de l'ordre, de savoir, enfin, il y a trop d'acteurs qui sont impliqués dans ça. Si ça tenait qu'à des personnes comme moi, il y aurait sans doute des décisions qui ne plairaient pas à tout le monde. Donc, à mon avis, il faut déjà qu'on tienne compte de ça pour prendre des décisions sur le maintien de l'ordre. Est-ce qu'on abandonne ces grenades lacrymogènes? Est-ce qu'on les maintient? Mais si on les maintient, dans quel cadre d'utilisation est-ce qu'on peut les maintenir? Donc je pense que connaissant ces dangers sur la santé, on ne peut plus les utiliser sans aucun cadre. Il est nécessaire soit de faire un moratoire, ça de les interdire, soit de définir un cadre d'utilisation net et très très limitant, parce qu'il ne faut pas les utiliser à tout va. Voilà. Donc moi j'attends du gouvernement qu'il se saisisse du sujet, qu'il fasse intervenir des spécialistes, et qu'une décision soit prise, une décision forte de préférence. Je serai force de proposition. Je vais justement, c'est de ce dont je parlais, je vais essayer d'y travailler avec différents sociologues pour proposer quelque chose euh, qui puisse être acceptable par tout le monde, qui sera peut-être pas exactement ce que je veux moi, mais qui soit un compromis quand même acceptable et réaliste.